Europe 1, le 22-30. L'écho du jour, Jean-Michel Duez. Bonsoir Axel de Tarlet. Bonsoir Jean-Michel. Axel, journaliste à Europe 1 évidemment, tous les matins, le Zoom Écho à 7h10. Et vous venez de publier, Axel, La crise est finie aux éditions du Cherche Midi. Alors c'est à la fois évidemment un titre provocateur, La crise est finie, on va voir ça dans un instant. Mais c'est aussi un livre dans lequel vous dressez justement le bilan de cette crise et dans lequel vous proposez plusieurs pistes pour sortir durablement de ce qu'on vit actuellement. Alors tout d'abord, il y a une principale accusée dans ce livre, c'est la finance. Ce serait elle qui serait effectivement à l'origine de tous les maux que l'on vit actuellement. C'est vrai que la finance qui était au service des entreprises est devenue au service d'elle-même. Et ça a été assez mortifère. Mais souvenez-vous, c'était visuel. Il y a 10 ans, vous vous souvenez de Jean-Pierre Gaillard? On le voyait tous les jours à la télé. Il y avait un petit patron en face de lui, Monsieur Machin, je vous remercie. C'était des petits patrons qui étaient en Rhône-Alpes, en Alsace, qui entraient à la Bourse de Paris où ils levaient des fonds. Et grâce à cet argent levé en bourse, c'est une entreprise comme Seb, qui est entré au second marché de la Bourse de Paris, qui a levé de l'argent en Bourse de Paris et qui aujourd'hui vend des friteuses aux États-Unis, en Chine et partout. Voilà, c'était ça autrefois la finance. Est-ce que c'est pas faire appel effectivement à Jean-Pierre Gaillard, René Tendron également? Est-ce que c'est pas cultiver une certaine nostalgie? Oui, c'était mieux avant. Ouais. Avant, les banques et la bourse étaient au service des entreprises. Aujourd'hui, les banquiers dans les salles de marché, que fait-on? On spécule sur des CDS. Alors personne ne sait ce que c'est que des CDS. Ça veut dire des crédits default swap, c'est-à-dire qu'on mise sur la faillite des entreprises ou sur la faillite d'un pays. Donc vous imaginez maintenant le trader, il y a 20 ans, on accompagnait Seb pour avoir de l'argent pour aller en Chine. Maintenant, il faut imaginer le trader derrière son écran qui saute de joie quand un pays fait faillite parce que son CDS va être gagnant et lui va gagner des millions. Voilà aujourd'hui ce que c'est que le monde de la finance. C'est devenu très malsain. Vous savez comment s'appelle la Bourse de Paris? Elle a été rachetée. Ça s'appelle NYSE Euronext. En ce moment, il y a une OPA dessus. Enfin, c'est devenu n'importe quoi. Bon, et aujourd'hui, on en est tous conscients et tout le monde dit qu'il faut revenir au naturel. Il faut que la finance redevienne au service des entreprises. Et c'est par exemple le sens du dernier rapport Berger-Lefebvre qui dit qu'il faut que l'épargne des Français aille financer les entreprises. Voilà. Mais est-ce qu'on a les moyens? Effectivement, tout le monde le dresse, globalement, ce constat. Il faut un sursaut, mais est-ce qu'on a les moyens de le faire, ce sursaut, de changer les choses durablement et efficacement? Mais déjà, c'est fantastique que le constat soit pesé. Souvenez-vous, il y a 5 ans, les jeunes voulaient être dans les salles de marché. Les jeunes rêvaient d'être traders. Jérôme Kerviel, tout le monde était fasciné par la City, par Londres, par les Golden Boys. Je voyais ce matin un hit parade des entreprises préférées des jeunes. C'est Airbus et LVMH. Et dans ce hit parade, on note la dégringolade des banques. Eh bien, c'est une excellente nouvelle. Il y a 5 ou 6 ans, les jeunes, quand ils sortaient de Polytechnique et d'HEC, ils voulaient être traders à Londres. Aujourd'hui, ils veulent fabriquer des avions. C'est merveilleux. Quand il y avait un quart autrefois des promos de Polytechnique qui terminaient pour être traders dans les salles de marché. C'est désespérant. Heureusement, nous sommes en train de tourner cette page et c'est très réconfortant et c'est pour ça que la crise est finie. Alors vous mettez également en avant peut-être un espoir, c'est qu'une nouvelle politique est en train de se mettre en place, c'est la politique de l'offre. Alors oui, ça c'est le grand changement. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la crise est finie? Évidemment, c'est un titre provoquant. La crise est finie parce qu'il y a un énorme consensus en France, droite et gauche confondues, comme il n'y en a pas eu depuis des décennies. Et c'est quoi ce consensus? Eh bien, cela a été que pendant des années, en France, nous avons eu une mauvaise analyse de la situation. Pour relancer l'économie, on s'est dit, c'est simple, l'État n'a qu'à faire du déficit budgétaire, n'a qu'à s'endetter, soutenir la consommation, soutenir le pouvoir d'achat, si au fond distribuer de l'argent aux Français, et les Français avec cet argent vont acheter des produits, ils vont acheter des Peugeot, ils vont acheter des Renault, et ça va relancer l'économie française. Ça, c'est la demande. Ça. Voilà. Et pendant des années, on a fait ça. Pendant 30 ans, on a fait ça. Ça s'appelait la relance budgétaire. On a fait ça pendant 30 ans, mais en fait, on n'a rien relancé du tout avec ça. Parce que les Français, effectivement, c'était la baladurette. Je donne l'exemple de la voiture, la jupette, etc. En donnant de l'argent aux Français pour qu'ils achètent des voitures, qu'ont fait les Français? Avec cet argent, ils ont acheté des Volkswagen fabriqués par les Allemands, et ils ont acheté des écrans plats fabriqués par les Chinois. Donc, quand on faisait de la relance budgétaire en France, on donnait du travail aux Allemands et aux Chinois. Donc, désormais, c'est terminé. On arrête la relance budgétaire. On veut désormais soutenir non plus le consommateur, mais le producteur. C'est la grande révolution que nous vivons actuellement. Ce qui veut dire qu'on ne donne plus d'argent aux Français, mais on donne de l'argent aux entreprises. C'est par exemple le 20 milliards du crédit d'impôt. Alors évidemment, c'est beaucoup moins populaire parce que c'est très agréable pour les Français que de se voir distribuer de l'argent. Maintenant, on donne de l'argent aux entreprises. Alors ça ouvre la littérature évidemment pour les Mélenchon & Co pour dire « Regardez, on fait des cadeaux aux patrons ». Mais on comprend bien qu'aujourd'hui, il faut que nos entreprises redeviennent compétitives pour
produire des produits de qualité qui se vendent et qui s'exportent. Donc c'est toute la bataille du moment, c'est soutenir l'offre française, soutenir les usines. Il faut, comme dit Arnaud Montebourg, il faut remettre l'usine au centre du village. Eh bien c'est cette prise de conscience, soutenir le Made in France, ça a été tout le thème de 2012, plutôt que soutenir la consommation. Eh bien cette prise de conscience, elle est capitale et c'est un consensus qui va nous amener vers la sortie de crise. Alors, quand cette politique va-t-elle porter ses fruits? Alors maintenant, tôt ou tard, ouais, tôt ou tard. Bon, la crise un certain temps, quoi, finira. Il y a des raisons d'être optimiste. Regardez, vous savez, en ce moment, on est peut-être au fond du trou. Hein. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a un ajustement pour être compétitif. On sait très bien que l'Europe du Sud doit baisser un peu les salaires. Ça a été très douloureux. Mais regardez, en Italie, en Espagne, l'Italie refait de l'excédent commercial. Vous avez l'Espagne et la Grèce où les exportations repartent à la hausse. Et finalement, on arrive à cet ajustement, à ce réajustement où l'Europe du Sud redevient compétitive. Et dès lors que ce sera entré dans la tête des décideurs, eh bien, la confiance peut revenir. Et finalement, peut-être que dès l'année prochaine, vous savez, c'est d'ailleurs un peu le pari de l'équipe du gouvernement, hein, dès l'année prochaine, ça peut repartir. Et d'ailleurs, on prévoit, la France cette année, c'est 0,1% de croissance, c'est 1,2% en 2014, je cite les prévisions du gouvernement, et c'est 2% en 2015. Donc vous voyez, nous serions peut-être au fond du trou. Alors parmi les autres signes d'espoir, c'est l'union bancaire qui est en train de se mettre en place tranquillement en Europe depuis un accord l'hiver dernier. Alors c'est vrai que tout le monde, on a l'impression que l'Europe est au fond du trou et que l'Europe va imploser. Il y a encore la Chypre, on disait, mais c'est peut-être la fin de l'euro. Et on peut se demander si avec cette crise de l'euro, ça n'allait pas déboucher vers l'explosion de l'euro ou au contraire un renforcement de l'Europe. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est quoi l'union bancaire? C'est de dire qu'aujourd'hui, une banque n'est plus française, une banque n'est plus allemande ou une banque n'est plus italienne. Les banques changent de nationalité, elles vont toutes devenir européennes. Je caricature un peu, c'est pas tout à fait ça. Mais c'est de couper le lien toxique entre un pays et une banque. Et pourquoi on veut couper ce lien? Eh bien parce qu'on s'est rendu compte que les Grecs n'avaient plus confiance dans les banques grecques, que les Espagnols n'avaient plus confiance dans les banques espagnoles. Et le risque, c'était ce qu'on a appelé le bank run, que les Espagnols aillent à la banque, retirent leur argent pour placer leur argent dans des banques qui leur inspiraient confiance, des banques d'Europe du Nord, les banques allemandes ou des banques luxembourgeoises. Donc, résultat, on avait un risque de voir toute l'épargne du sud de l'Europe migrer vers les banques d'Europe du Nord. Et donc, on s'est dit, il faut couper ce lien toxique entre une banque et son pays. C'est l'objet de l'union bancaire, c'est de ne faire que les banques ne soient plus, comme je l'ai dit, espagnoles, italiennes, françaises ou allemandes, mais qu'elles deviennent européennes, qu'il y ait une vraie solidarité au niveau européen, ce qui veut dire que si une banque espagnole a des difficultés, eh bien l'Allemagne, la France, les Pays-Bas viennent à son secours. Ce qui implique par ailleurs un contrôle européen, évidemment. Et c'est d'ailleurs toute la dynamique européenne. On veut bien s'entraider, mais si on vous aide, alors il faut qu'on puisse vous contrôler, ce qui implique donc une perte de souveraineté. Voilà où nous en sommes. Cette crise de l'euro, finalement, nous a fait prendre conscience qu'il fallait plus de solidarité, mais qu'il fallait aussi accepter de donner plus de souveraineté, plus de contrôle au pouvoir central, donc à l'Europe. Alors vous saluez aussi l'accord sur les règles concernant l'emploi qui a été passé, cet accord entre les partenaires sociaux, enfin du moins le patronat et plusieurs syndicats en janvier dernier et qui vient d'être adopté à l'Assemblée nationale. Pour vous aussi, c'est une lueur d'espoir. Oh bah écoutez, c'est l'impôt paperasse. Hein. Et peut-être que là, on est au bout. Tout le monde sait très bien qu'il y a 400 000 normes en France. Les promoteurs immobiliers vous expliquent que quand ils veulent construire un immeuble, le temps papier est supérieur au temps chantier. Bon, donc c'est quand même monstrueux. Et c'est la même chose dans les entreprises. Quand on voit PSA ou Unilever faire des plans sociaux qui sont retoqués par la justice alors qu'ils disposent d'une batterie de juristes, on se dit bien que notre code du travail est devenu trop compliqué. Le code du travail en France, c'est plus de 3000 pages et plus de 10 000 articles. Donc il y a une volonté de simplifier tout ça. Il y a une volonté de se faire confiance, de se dire finalement, ce ne sont peut-être pas les juges qui vont décider de tout, mais c'est de se faire confiance entre patrons et syndicats au sein d'une même entreprise. C'est l'objet de ces accords du 11 janvier. Si jamais une entreprise traverse des difficultés, alors le patron discute avec les salariés. On va essayer de trouver ensemble une solution. C'est toute une philosophie qui nous vient de l'Allemagne et qui fait le succès des Volkswagen & Co. C'est de se dire, faisons-nous confiance et essayons d'avancer. C'est la fin de la lutte des classes. Et c'est pas d'un côté le de patron, j'allais dire, le méchant patron et le pauvre ouvrier, voilà. Sauf qu'en Allemagne, les salariés ont accepté quand même une modération salariale et qu'il y a beaucoup effectivement de salariés, on va dire pauvres. Alors ça a été ça a été les réformes Schröder de 2005, de se dire qu'est-ce qui vaut mieux, avoir des chômeurs ou avoir des travailleurs. Est-ce que l'idée de base, c'était le pire, c'est le chômage.
Et donc, mieux vaut avoir des gens qui travaillent même avec de faibles salaires plutôt que des chômeurs. Alors c'est vrai qu'en Allemagne, il n'y a plus de chômage, très peu de chômage, 5,8, mais vous l'avez dit, il y a beaucoup de travailleurs pauvres. Mais il est question en Allemagne, justement, et peut-être qu'ils sont allés un peu trop loin dans cette modération salariale. D'ailleurs, c'est ce qu'on leur reproche, nous, parce qu'ils nous font une concurrence un peu déloyale. Vous savez que si on vend moins de lait en France, c'est parce que les fermes allemandes emploient des Roumains payés 3 € de l'heure. Il n'y a pas de SMIC en Allemagne. Donc, justement, il faut peut-être que les Allemands maintenant songent à un peu augmenter leur salaire pour un peu soutenir la consommation européenne et faire repartir cette Europe. Il est question qu'il y ait un SMIC en Allemagne. Ce serait une très bonne nouvelle pour nous, Français. Alors, une autre solution, et là, est-ce qu'elle n'est pas finalement un petit peu utopiste, c'est le tout électrique pour les voitures. Et là, vous dites que la France est en pointe. C'est vrai qu'à Paris, il y a les voitures en libre service électriques. Et oui, parce qu'on a l'impression que ça y est, on a perdu la bataille en matière de voitures automobiles. On a l'impression qu'à part les Dacia, enfin à part la Logan, à part le bas coût, on ne sait plus rien faire. Et que les Allemands ont gagné la guerre en matière automobile. Et bien, si vous regardez, là, on parle beaucoup de la voiture électrique. Quand vous y pensez, la voiture électrique, 1,50 € le plein, ça fait rêver. Et la voiture électrique, c'est zéro émission de carbone en centre-ville. C'est quoi aujourd'hui le problème de la voiture, c'est le plein d'essence qui coûte très cher. Et c'est la pollution avec les poussettes en centre-ville. L'électrique, ce sera peut-être la grande révolution du 21e siècle. Et ça, vous y croyez dur comme fer. Écoutez, s'il fallait réinventer aujourd'hui l'automobile, qu'est-ce qu'on ferait? Probablement la voiture électrique, plutôt que la voiture à explosion, enfin le moteur à combustion, qui est quand même beaucoup plus compliqué. Donc, qui est leader là-dessus? Eh bien, vous avez en France, à Paris, Autolib. On n'en parle pas parce que les voitures n'explosent pas. Bah oui, ça roule, ça marche parfaitement. Et vous avez Renault qui a fait le pari du tout électrique, pas de la voiture hybride, mais du tout électrique avec 4 modèles. Eh bien voilà, finalement, la vraie révolution dans l'automobile, elle est peut-être made in France. Merci Axel de Tarlet. Donc votre livre La crise est finie aux éditions du Cherche Midi, et vous avez eu l'excellente idée de l'enregistrer sur CD. Ah voilà, on peut l'écouter. On peut l'écouter également. Merci Axel. Et vous pouvez retrouver cette interview sur le site internet d'europe1europe1.fr. Merci. Merci Jean-Michel.